On continue donc de parler de la Côte d'Ivoire où Guillaume Soro a été jugé et condamné à son absence à Abidjan. Firmin, vous demandez la parole tout à l'heure. Oui, je demandais la parole pour dire quand David parlait des dossiers Gbagbo, de tout ce qui a amené Ouattara au pouvoir. Je dis, ce n'est pas les Gbagbo ou les Guillaume Soro qui vont juger de ça ou qui vont décider de ça ou qui vont décider de l'avenir de tout ça. C'est Ouattara. C'est pour cela que Ouattara même veut être là et avec son problème gérer tout quoi. Sans les Gbagbo, ils sont hors jeu et c'est lui qui décide de tout. Et l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est que Ouattara aujourd'hui, il s'en fout un peu des Ivoiriens, il se fout d'eux parce qu'il a aujourd'hui le soutien de la communauté internationale. Jusqu'à présent, il y a les forces onusiennes, il y a les forces françaises qui ont une base en Côte d'Ivoire. Quoi qu'il puisse arriver, Ouattara est sûr d'être soutenu par la force internationale, par la communauté internationale. Il y a Ouattara, Emmanuel Macron qui était là tout dernièrement, comment il s'appelle Emmanuel Macron, qui est très proche de Sarkozy, qui l'a mené au pouvoir, donc va beaucoup jouer en sa faveur. La France le soutient, quel que soit ce qu'on fera, Ouattara est sûr que son parti va rempiler. Parce que Guillaume Soro, il se dit, il a les armes et il a des amis qui ont des armes. Il sait ce qu'on appelle tirer. Donc il a trop confiance à ça. Il se dit, même à l'extérieur, il peut manipuler les choses. Il peut provoquer une situation difficile. Mais du moment qu'on se rappelle un peu ce qui s'est passé en 2010, Gbagbo était sûr de gagner, Gbagbo était sûr de conserver le pouvoir, mais il n'a jamais été sûr qu'il pouvait être renversé par la force internationale. Donc il a été surpris. Donc Guillaume Soro aussi le sache que ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo, qui s'en inspire pour se calmer. Parce que quel que soit ce qui arrivera, bien sûr, peut-être, lorsqu'il y aura tension, il y aura des morts, mais c'est la force Ouattara qui sera toujours maintenue au pouvoir. Non, mais je pense qu'il faut aussi relativiser, hein, parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, Guillaume Soro est l'homme le plus craint politiquement à Abidjan par le pouvoir central. Et Gbagbo, son sort, il est déjà scellé, tout le monde le sait. Et Blé Goudé qui gesticule et tout ça, tout ce petit monde-là, Bédier même, s'il a vieilli et tout, il n'a pas de dauphin, il n'a pas de remplaçant direct, etc. Ouattara sait tout ça. Il sait que tous ses anciens amis ou tous ses anciens opposants sont en touche. Mais en face, il y a quelqu'un, un dauphin qui a été construit, qui a été allaité par le pouvoir central d'Abidjan dans le temps et qui constitue un élément difficilement contrôlable. Mais est-ce qu'on l'avait préparé comme dauphin ou c'est lui-même qui se prenait comme dauphin? Il y a aussi une différence. Hein? Oui, mais au départ, tous les signaux étaient au vert pour lui. Tout le monde savait, même au sein de la formation du RDR, de la formation politique du président Ouattara, tout le monde savait que Soro était celui qui pouvait valablement remplacer Ouattara, et Ouattara lui-même le savait puisqu'il a fait de lui son premier ministre, il a fait de lui son président de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas à dessein, ce n'est pas pour rien qu'il a nommé à ces postes de responsabilité. Qu'est-ce qui restait à Soro pour véritablement couvrir ou concrétiser son curriculum vitae? C'était le fauteuil présidentiel. Alors, pour annihiler cette envie que le jeune avait d'accéder ou de succéder à Ouattara, mais tout de suite, Ouattara a sorti des sous-vertus. Je le disais tout à l'heure, il y avait eu cette proposition alléchante qui lui a été faite de rentrer dans le RHDP pour fondre toutes ces formations politiques en une seule entité et avancer avec les Ivoiriens. Mais Soro a compris que c'était un piège. Et ça a commencé par là. Et quand il s'est retiré, ça n'a pas plu à Ouattara. Donc il a profité. Après, il était parti en voyage. Et en France ou en Espagne, il a fait la première annonce de sa participation à l'élection présidentielle, et vous avez vu ce qui a suivi après. Donc aujourd'hui, à Abidjan, en tout cas dans l'entourage de Ouattara, tout le monde savait que Soro pouvait être le candidat, le dauphin qui pouvait le représenter, le remplacer. Sauf que le même entourage du chef de l'État pense qu'il est temps aujourd'hui que ce soit quelqu'un de la grande famille du RDA, jeune, dynamique, talentueux, plein de compétences. Il proposait justement que ce soit un de ces jeunes. Et la guerre avait éclaté entre ces héritiers-là. Il y avait d'un côté le camp du ministre de la Défense,
Bakayoko. Il y avait de l'autre côté d'autres ambitieux qui aiguisaient leur appétit derrière Ouattara pour le représenter. Donc, ayant compris que au sein de sa garde rapprochée, Ouattara ne pourra pas sortir un élément, un dauphin qui puisse vraiment le représenter, eh bien, Soro en a profité pour s'imposer, pour faire comprendre que au-delà de tout, il a les mêmes capacités que Ouattara pour diriger le pays. Non, la question de Samuel est pertinente. Est-ce que Ouattara le prenait comme un dauphin ou le considérait comme son dauphin? En fait, moi, je ne pense pas. C'est lui-même à mon sens, c'est lui-même qui se considérait comme dauphin, comme le dauphin de Ouattara. Bien sûr, Guillaume Soro a dit Ouattara lui a promis le fauteuil présidentiel après 2 mandats. Et donc, il se rend compte, il s'aperçoit que quelques années plus tôt, il s'est aperçu que cela ne pouvait pas être possible. Mais je pense que lorsque Ouattara prenait le pouvoir et avec tout le comportement politique de Guillaume Soro, Ouattara avait déjà des idées arrêtées sur lui. Ouattara se dit, ce monsieur, Ouattara, c'est que Guillaume Soro, c'est un jeune. Mais Ouattara a eu à traverser des générations. Ouattara a eu à traverser la période où Oufoué, il a eu à travailler avec Oufoué, il a eu à travailler dans des organismes internationaux. Ouattara a de l'expérience. Il a eu à côtoyer les hommes, il a eu à côtoyer l'humain. Il sait qui est l'humain. Il sait ce qu'on appelle la politique. Il a été Premier ministre. Donc, il connaît un peu ce monde-là. C'est comme Guillaume Soro qui se trompait un peu. Ouattara lisait psychologiquement, il lisait le jeune Soro. Il se disait, ce petit-là, regardez comment il a fait avec Gbagbo, regardez comment il a lâché Gbagbo. Est-ce qu'il ne pourrait pas me lâcher du jour au lendemain? Donc, à la prise, à sa conquête du pouvoir, il avait déjà ses idées en tête. Alors que le jeune, lui, il était pressé. C'est comme il se disait, s'il avait la possibilité de faire défiler le temps très rapidement pour prendre la place de Ouattara, il pouvait le faire. Mais Ouattara avait des idées arrêtées. Ouattara, c'est un politicien. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il avait un plan bien dessiné, bien schématisé. Donc, il ne fait qu'accomplir son plan épisode après épisode. Maintenant que Guillaume Soro est en train de découvrir le vrai visage de Ouattara. Au départ, il ne le connaissait pas. Il était trop naïf. Trop pressé. Et aujourd'hui, je pense que la naïveté va le quitter. Moi, en tout cas, je ne reproche rien à Ouattara. Sur le plan des droits de l'homme, on peut dire violation des droits de l'homme, on peut reprocher de choses. Mais politiquement, Ouattara ne fait qu'accomplir des actes politiques. Mais le choix de Gon Coulibaly n'était pas fortuit. Gon Coulibaly n'était pas le dauphin pressenti dès le départ. Déjà les années dernières, on avait vu une génération de jeunes loups autour de Ouattara qui étaient prêts à succéder à Ouattara. Et donc tout de suite, il y avait une guerre entre les héritiers politiques de Ouattara. Cette guerre les a tous emportés. Et donc le choix fait sur le Premier ministre ivoirien par Ouattara voudrait dire que Soro, on a réussi à l'écarter. Les jeunes loups, vous ne me rassurez pas. Si je vous laisse venir au pouvoir, je préfère donner la chance au Premier ministre qui est un peu plus âgé, qui est un peu plus compétent, qui est un peu plus avancé dans la chose politique. Et après, quand il finira peut-être un mandat, vous pouvez venir. C'est à cela que dans son dernier discours, il avait annoncé son retrait à la prochaine présidentielle. Il a dit qu'il est temps que le pouvoir soit donné à une nouvelle génération. La nouvelle génération, pour Ouattara, c'est cette famille qu'il a réussi à construire autour de lui, en qui il a confiance, oubliant qu'en politique, même votre père qui vous passe le pouvoir, vous pouvez être capable de le mettre en prison sur un dossier qui vous coince. À l'allure où les choses se présentent, on n'oubliera pas de le dire, nous sommes en Côte d'Ivoire et les armes ne sont pas très loin. Moi, je veux savoir, quand Guillaume Soro dit « je maintiens ma candidature, je gagnerai », sur quoi il compte? Il regarde un peu les forces nouvelles qui lui étaient très fidèles à l'époque. Oui. Première chose, il ne compte pas sur la communauté internationale. Ce n'est pour rien qu'il a choisi la France, en fait. Il peut aller rester en Espagne, il peut être en Grande-Bretagne ou dans d'autres pays. Mais ce n'est pour rien qu'il a choisi la France. Ça me rappelle un peu le cas J. Christ Olympio, qui n'était pas très bien aimé des Français, pour avoir le soutien de Jacques Chirac. Lui qui vivait en Grande-Bretagne a dû quitter la Grande-Bretagne pour venir rester à Paris, pour avoir toujours la bénédiction de Jacques Chirac. Mais il ne l'a jamais eu jusqu'à ce que Jacques Chirac ne quitte le pouvoir et jusqu'à ce que Yaya Dema ne décède. Tout d'abord, il n'a pas la bénédiction de la communauté internationale. Il n'a pas la bénédiction de la France. Première chose. Une chose dont Guillaume Soro est tellement sûr, ce sont ses anciens amis ou les forces nouvelles
et les armes. Guillaume Soro, c'est quelqu'un qui connaît les armes. Il sait qu'il peut faire crépiter les armes, il peut créer du cafouillage, il peut créer du danger, il peut réussir à créer une certaine tension dans le pays, mais sauf le fauteuil présidentiel. Mais je ne voudrais pas qu'il oublie ce que les IB ont eu à vivre. Les IB, c'était ses proches qui étaient là. Mais juste après la prise de pouvoir de Ouattara, vous avez vu ce qui est arrivé à IB. IB qui était un des bras droits de Guillaume Soro. On a tiré sur lui. Et puis jusqu'à présent, personne ne sait comment ça s'est passé à l'époque. Donc il se dit tellement puissant. S'il veut être président, il va être là, il va envoyer il va tweeter des messages, il va Facebooker, il va WhatsApper, tout ça là. Mais il sera difficile de descendre sur le terrain. Il descend sur le terrain, on le prend tout de suite. On le prend tout de suite et puis c'est fini, il fait la prison. Où il va vivre ce que les Gbagbo ont eu à vivre. En France, peut-être personne ne le touchera, il va rester là peut-être encore 5 ans. Mais Soro n'a jamais compté sur les armes pour la prochaine présidentielle. Soro, il ne va jamais dire qu'il compte sur les armes, David. Il compte sur ses amis. Soro, il compte sur son aura, sa personnalité, ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. C'est lui. On a dit que c'est lui qui a amené la guerre. Oui, justement, il y a ce passé aussi qui lui qui a amené la paix. C'est lui qui a accepté de signer les accords. C'est lui qui a dit on dépose les armes pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. C'est lui qui a accepté de faire des sacrifices. Et ces sacrifices avaient payé. Il avait été nommé ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, et il s'est donné corps et âme. Il a donné... C'est que vous êtes séduit par Soro. Ça m'amuse un peu par le fait que vous soyez tellement séduit. C'est pas moi qui le dis, c'est les Ivoiriens. J'ai l'impression qu'ils vous emballent. C'est les Ivoiriens qui le disent. Aujourd'hui, si Soro arrive à Abidjan, tout ça avec beaucoup d'émotion. Il sait ce qu'il pèse, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il est. Et donc, s'il faut donner la chance aux Ivoiriens, Guillaume Soro, comptons sur cette confiance que le peuple ivoirien a manifesté plusieurs fois en lui, c'est qu'en se présentant à la prochaine présidentielle, il était sûr de gagner. Maintenant, il faut... Sûr de gagner face à des dinosaures de la politique, c'est aussi risqué de l'affirmer. Oui, il y a cette assurance que chaque candidat a de remporter une élection. Il y a aussi l'autorisation de participer à cette échéance qui est aussi très importante. Et dans le cas de Guillaume Soro aujourd'hui, avec tous les dossiers judiciaires qui sont sortis contre lui, il lui serait très difficile d'être candidat, mais connaissant l'homme comme un animal politique, quelqu'un avec qui il faut savoir réfléchir par 1000 fois avant de lui adresser la parole. Il est capable de changer les choses. Il a déjà fait plusieurs fois et ça lui a réussi. J'ai l'impression que tout comme Guillaume Soro, David Bayni traite le sujet avec tant de légèreté. Comme on a la confiance du peuple, on a déjà eu à faire ceci, on a déjà sauvé le peuple. Ce n'est pas ça qui fait de quelqu'un président. C'est là où Guillaume Soro se trompe. Il se trompe de la façon la plus sérieuse. En fait, il oublie que celui qui a le pouvoir, c'est Ouattara. Lui, il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Mais Ouattara, lui, il était chef d'État. Et Ouattara est toujours chef d'État. Il a la clé des armes. Il a le président de la République. Regardez, il connaît tous les ambassadeurs. Il traite avec les ambassadeurs. Il traite avec les chefs d'État. Il traite avec les réseaux. Il traite avec les grands lobbies. Alors que lui n'est qu'un Premier ministre ou un simple président de l'Assemblée nationale. Donc, avec tous les réseaux de Ouattara, qui ne pense pas qu'avec tous ces petits trucs-là, il peut facilement renverser le régime Ouattara. Il se trompe. Il traite le sujet présidentiel donc, avec tant de légèreté. Donc, Abidjan lui permette de participer à la prochaine présidentielle. Et on verra. Non, mais lui permet. Mais c'est pour lui dire qu'il ne représente pratiquement rien, qu'on le laisse là-bas. On ne veut même pas lui donner. On ne veut même pas lui donner le titre d'ancien candidat à la présidentielle. On suivra le dossier ivoirien de très près. Nous passons rapidement au Sénégal, où de nouveaux tests sérologiques pour un dépistage de masse sont envisagés. En tout cas, le Sénégal a déjà effectué 11 032 tests diagnostic du nouveau coronavirus depuis l'apparition de la maladie le 2 mars. C'est ce qu'a indiqué lundi le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, le docteur Abdoulaye Bousso. Nous sommes donc à 11 032 tests. L'Institut Pasteur en a réalisé 10 354 et l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation en a fait 678. Mais sur la question même du dépistage de masse, il est très clair. On parle beaucoup de dépistage de masse. Aujourd'hui, la stratégie du ministère de la Santé et de l'Action sociale est de procéder
au dépistage des personnes en contact avec celles qui sont positives. La question du dépistage de masse, quand on regarde dans les pays qui ont beaucoup de moyens, tout le monde est très méfiant parce que ça a un coût. Et à part un certain nombre de pays, comme je pense la Corée du Sud, qui l'ont essayé, la plupart des États européens, aucun n'a essayé le dépistage de masse. Oui, jusqu'à présent, aucun des pays, même le Gabon l'avait dit ce matin, le Gabon aussi veut l'essayer, mais tout d'abord, ça nécessite beaucoup de moyens. Gabon, plus d'1 million d'habitants. Sénégal, 16 millions d'habitants. Il faut beaucoup de moyens. Je pense que lundi, le 27 avril, le directeur des opérations d'urgence sanitaire a dit mais le dépistage de masse serait tellement difficile. Et je ne sais même pas pourquoi ils veulent maintenant s'essayer ou essayer le dépistage de masse. Et à moins qu'ils aient des moyens suffisants pour pouvoir le faire. Jusqu'à présent, aucun pays européen, aucun pays occidental ne l'a essayé. Et je ne sais pas, quand j'ai suivi le truc, je me demande à quoi ils s'attendent et qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Au finish, quel est le résultat? On peut faire le dépistage de masse aujourd'hui. Regardez, on peut faire le dépistage pour tout le monde. On peut faire le dépistage pour tout le monde. Et du jour au lendemain, on peut avoir encore des personnes contaminées. Hein. Ça ne résout pas systématiquement le problème. L'important, comme moi je l'ai toujours dit, ce n'est pas le dépistage de masse, mais l'important, c'est de réussir à circonscrire la maladie. On circonscrit la maladie. Ceux-là qui ont été en contact avec des personnes contaminées, on les gère aussi, on circonscrit la maladie, on les met en quarantaine et on les guérit l'un après l'autre, ou on les traite l'un après l'autre, ou simultanément ou concomitamment. Sinon, on peut faire le dépistage de masse, mais ne pas avoir les résultats escomptés. C'est vrai que c'est ce que beaucoup évoquent. Il faut faire un dépistage de masse et isoler les personnes testées positives et laisser les autres négatifs faire leurs activités. Mais ce que dit ici, par exemple, le docteur Bousso, c'est que vous pouvez faire un dépistage de masse aujourd'hui et demain, vous avez beaucoup de contamination. Oui. Parce qu'il y a les formes asymptomatiques aussi que le test ne permet pas de... Voilà. Et le virus, c'est 14 jours d'incubation. Donc, si aujourd'hui, je suis contaminé et que je fais le test et qu'il est négatif, puisque quand vous êtes contaminé les 2 ou les 3 premiers jours, vous êtes négatif. Hein. Vous avez la fièvre, peut-être vous avez des maux de tête, etc. Tout ne vient pas les 3 premiers jours en même temps. Donc, si on me dépiste négatif et que je sais que je suis négatif, alors que dans mon corps, je traîne les germes de cette maladie, je peux, les jours à venir, commencer par développer et propager cette maladie-là. Et donc, le dépistage de masse ne résoudra pas tout le problème. La France avait débuté le dépistage de masse, mais très vite, elle a fait arrêter parce que ça a un coût. C'est très cher quand on vous dit que ce sont 7 ou 68 millions de Français qui vont être dépistés, même si le dépistage coûte 1 euro ou moins d'1 euro. Calculez un peu, voilà. 68 millions. C'est beaucoup d'argent. Et donc, le Sénégal a voulu expérimenter. Moi, j'apprécie les efforts que font les autorités sénégalaises dans la lutte contre cette pandémie dès le début. C'est l'un des seuls pays de la sous-région ouest-africaine à avoir accepté d'investir autant d'argent, autant de budget pour lutter contre cette maladie. N'oubliez pas la Mauritanie aussi. Hein. Oui, sur la base, enfin, comparativement aux populations peut-être de pays. Et on voit des résultats tous les jours. On sent aujourd'hui qu'il y a une légère amélioration, ce qui est envié par d'autres pays européens. On sent que les choses avancent. Et le gouvernement sénégalais est toujours attentif aux doléances de la population et fait de son mieux pour apporter des solutions à cette population pendant cette période de crise sanitaire. Le dépistage massif qui a été proposé est en phase expérimentale. Si le Sénégal disposer des moyens, des budgets nécessaires pour cela, et bien qu'il le fasse, on verra ce que ça va donner. Maintenant, ça ne sert à rien de lancer une opération et de l'arrêter en chemin parce qu'il y a un manque de budget. Mais connaissant un peu l'engagement et l'investissement du président Macky Sall et de l'ensemble de son gouvernement à lutter efficacement contre cette pandémie, je pense que si cette proposition a été faite, c'est fait sur la base des études nécessaires pour déterminer véritablement le besoin de faire passer à un dépistage massif l'ensemble de la population sénégalaise. Alors, dépister les personnes qui ont été en contact avec des gens qui ont développé la maladie, ça reste la meilleure stratégie? Oui, moi, je pense, c'est-à-dire, quand vous savez qu'il y a des gens
ou des gens qui se sont fait annoncer. Par exemple, on dit qui ont été en contact avec X qui est déjà contaminé. Par exemple, si on arrive à avoir tout ce nombre-là, je pense que le problème est un peu résolu. On peut facilement résoudre le problème à ce niveau. Moi, je pense que c'est la meilleure stratégie. Parce que, tout d'abord, c'est une question de moyens. Il faut chercher des moyens, et arriver à rassembler tout le monde et avoir parcouru tout le territoire, mettre des moyens sur toute l'étendue du territoire pour résoudre le problème. Mais ça ne résout pas systématiquement le problème. Je pense que le meilleur, c'est ça, au fait. C'est ça, le meilleur, c'est de s'occuper des personnes qui sont déjà contaminées et de ceux qui sont, ou de ces personnes-là qui ont été en contact avec ces personnes contaminées. Mais ça reste tributaire de la traçabilité. Vous savez que quand on sait que telle personne était rentrée d'un voyage et qui a développé la maladie, on va essayer de retrouver les cas contacts. Mais ces cas contacts-là ont eu aussi des contacts. Dans nos pays, c'est très difficile. Oui, c'est très difficile et c'est ce qui a causé la propagation du virus au sein de la population africaine. Très vite, même au Togo, les derniers qui sont rentrés de l'Europe, des États-Unis, ils ont été, entre parenthèses, négligés. Enfin, leur prise en charge avait été négligée d'une certaine manière. On les a fait confiner volontairement, oubliant que le confinement volontaire, je peux le respecter ou ne pas. Ça dépend de mes humeurs, etc. Donc, aujourd'hui, pour le cas du Sénégal, il faut véritablement investir de l'argent dans cette opération pour trouver les porteurs sains de ce virus-là dès le début. Vous savez, il y a des gens qui ont le virus, mais qui ne le développent pas. Et le virus même meurt après 14 jours, il n'y a plus rien. Et ils sont contagieux. Oui, ils sont contagieux. Et c'est ça qui est très dangereux. C'est ça qui est très dangereux parce que lorsque vous avez la maladie et que vous n'en êtes pas conscient, vous pouvez la propager, vous pouvez la distribuer un peu partout autour de vous. Et la chaîne de contamination évolue ainsi. Et donc, pour le cas du Sénégal, je pense que il faut matérialiser cette opération et aller dans des zones qui ont été ciblées comme des zones positivement contaminées pour trouver des solutions, apporter ne serait-ce que des réponses à toutes ces interrogations. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du coronavirus, le sujet même en lui-même fait effrayer tout le monde. On peut partout dans le monde aujourd'hui, personne ne s'attendait à voir un virus faire autant de ravages et que aucun grand laboratoire au monde, que ce soit américain, européen ou africain, n'arrive à trouver l'antidote pour le faire freiner aujourd'hui. Non, Samuel, je pense que les pays africains ont eu à faire assez d'efforts au début de cette crise-là. Beaucoup de pays ont suspendu les vols, première mesure. Deuxième mesure, il y a des frontières qui ont été fermées. Troisième mesure, il y a des pays qui ont mis en quarantaine des gens qui revenaient d'Europe ou des pays à risque. Et aussi, l'autre mesure, c'est quoi? C'est d'avoir confiné, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir coupé les liaisons entre la capitale ou les zones contaminées et d'autres villes. Le Ghana l'a fait, le Togo aussi l'a fait. Par exemple, si vous voulez aller dans certaines villes aujourd'hui au Togo, cela ne vous sera pas autorisé. Regardez, quand il s'est agi de parler d'un Américain avec sa femme qui revenait du Canada à l'époque, mais les autorités togolaises ont pris la peine de circonscrire la maladie à ce niveau et de faire dépister un certain nombre de personnes dans cette zone de ce côté-là. Donc, je pense que les États africains se sont déjà inscrits dans certaines dynamiques. On n'est pas arrivé en retard. Donc, on a déjà fait assez d'efforts. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on peut briser partiellement la chaîne de propagation. Si c'était au début, on n'a pas commis les mêmes erreurs qu'ont commises les Italiens, les Français, les Américains. Nous, on a été sérieux, on a pris la situation avec beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de tact, et je pense que nous avons les résultats aujourd'hui. Non. Les États africains ont commencé à réagir quand? C'était après le discours du directeur général de l'OMS. Lorsqu'il a tapé du poing sur la table, il a touché la partie la plus sensible, celle qui ferait mal, en disant aux Africains, réveillez-vous, le pire arrive. Et c'est après ce discours que des pays ont commencé par s'investir. Mais le coronavirus était découvert en fin novembre, début décembre en Chine. Fin novembre, début décembre. Voilà. Et nous, on a commencé à agir à partir de mars. Mais oubliant que décembre, janvier, c'était les périodes de grandes vacances, de grands voyages pour les Mais il n'y avait rien dans ces pays-là à l'époque. Les gens, non. On dit qu'il y avait... Mais la maladie, elle est arrivée comment? Elle était arrivée par
des voyages, par ceux qui ont voyagé. Je ne pense pas qu'en décembre, le coronavirus était au Togo. C'est quelqu'un qui l'a amené. Le premier cas, on l'a vu à la frontière. Voilà. Donc c'est un voyageur qui l'a amené. Et quand c'est arrivé même, les Togolais même, les Africains généralement étaient dubitatifs. Les gens sortaient des histoires pas possibles. Avec du sodabi, on peut le guérir. Avec machin, on peut. Donc les gens prenaient ça à la légère. Et c'est quand l'alerte a été sonnée qu'on a compris un peu. On a vu le cas du Ghana avec le nombre de contaminations. Le Sénégal et les autres pays qui ont suivi. Le Togo qui a suivi. Aujourd'hui, on est à 100 cas. 109 cas. Voilà. Heureusement que ce virus ne fait pas autant de dégâts en Afrique qu'en Europe et aux États-Unis. Pourquoi? Personne n'arrive à le savoir. Personne ne comprend qu'en Afrique, on est à moins de 1000 morts ou à moins de 2000 morts, alors que... Mais je pense que Didier Raoult vous a répondu. 2000 morts composés. Didier Raoult, le médecin Didier Raoult a déjà répondu. Il a dit, surtout les Africains qui utilisent des antipaludiques, paludiens. Donc, qui viennent chercher ces produits antipaludiens ici, qui les amènent dans leur laboratoire. On va aller à la pause. Et qui préparent. On part pour la grande pause et nous revenons après le journal.